Salut les chimistes, bon, très heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va corriger un petit exercice de chimie des soupes sur le titrage d'un mélange de deux diacides. Exercice classique, mais à savoir maîtriser absolument, ça tombe, voilà, ça tombe régulièrement. Avant de démarrer, un peu d'autopromotion, parce que quand même, alors attendez, comment je fais pour retourner la caméra? Bougez pas. Et voilà le nouveau site internet, pour ceux qui ne le connaissaient pas, blablaro-chimie.fr. Donc vous voyez une belle catégorie, hop, vulgarisation scientifique, enseignement supérieur. Et puis voilà, vous pouvez aller voir plein de choses, mais surtout ce qui va vous intéresser, parce que si vous êtes sur cette chaîne, c'est qu'en général vous êtes étudiant. Bah déjà, enseignement supérieur, il y a pas mal de choses, mais surtout les quiz, et il y a plein de nouveaux quiz qui vont arriver. Si vous allez dans quiz, vous avez plusieurs parties du programme. Vous voyez, par exemple, chimie organique. Oh là là, tout plein de quiz qui se corrigent automatiquement. Même chose pour les techniques expérimentales. Et puis bon, là c'est un petit peu vide, mais ça arrive. Je bosse dessus. Ne vous inquiétez pas. Voilà, chaque semaine, il y aura des nouveaux contenus pour vous former un petit peu tout seul. Voilà, voilà. Allez, on attaque le sujet de la vidéo. Alors n'oubliez pas comme d'habitude que vous pouvez télécharger l'énoncé dans le descriptif de la vidéo et puis bien évidemment vous cherchez l'exercice avant de regarder la correction. Donc c'est parti, la première question c'est vraiment une petite question d'échauffement. Indiquer structure de Lewis de différents composés ainsi que la géométrie mais prévue par la méthode VSEPR. Donc ça c'est vraiment la question cadeau. Donc on y va, là je ne vais pas détailler. SO2 on va avoir deux doublaisons SO, et attention à ne pas oublier le doublet sur l'atome de soufre. Du coup, si on regarde la géométrie prévue par la théorie VSEPR, j'ai un atome central de la forme AX2E1, parce qu'il a deux voisins et un doublet non liant. Donc là, on a une géométrie coudée. Ensuite, le deuxième, on va avoir pour SO3. Donc évidemment, si vous n'êtes pas à l'aise avec Lewis, vous commencez par faire le décompte d'électrons sur la base des électrons de valence. Donc là, on va avoir trois doubles liaisons SO avec des doublets non liants sur les atomes d'oxygène. Et en VSEPR, le soufre n'a pas de doublet non liant, donc là c'est AX3. Donc on a une géométrie pyramidale, n'importe quoi, triangulaire plane. Pas me mettre à vous dire des telles bêtises. Triangulaire plane. Ensuite, on vous demandait l'ion SO3-. Donc là, SO3-, les charges pour la formule de Lewis vont être sur les atomes d'oxygène. Et là, attention, qu'est-ce que j'ai oublié? Bah oui, le doublet non liant sur l'atome de soufre qui a bien 6 électrons de valence. Donc là, j'ai trois voisins doublet non liant, donc AX3E1, ce qui me fait une géométrie. Alors si on regarde l'environnement électronique, ça fait 4 voisins au total, ça serait tétraédrique, mais pour la géométrie moléculaire, on ne tient pas compte de la présence du doublet non liant. Donc là, on a une géométrie pyramidale à base triangulaire. Et il nous reste H2S, donc le soufre est en dessous de l'oxygène. H2S, ça va être comme pour l'eau. Hop. Et donc là, on a une AX2E2. Donc là, c'est une géométrie coudée. Tiens, au passage, petite question subsidiaire, et puis vous pourrez me dire dans les commentaires, entre H2O et H2S, quelle est la molécule pour laquelle j'ai un angle plus élevé ici entre les liaisons SH, SH par exemple, ou OH, OH dans H2O? C'est la petite question cadeau. Je vous laisse répondre en commentaire et on enchaîne maintenant sur le gros de l'histoire. Bon, dans la question 2A, on vous demande d'attribuer clairement en repassant en couleur les courbes de distribution aux espèces HSO4-, SO4-, tatati tatata tatata. Ok, et puis on a bien évidemment donc la courbe là avec deux points d'inflexion. Ça, c'est bien évidemment la courbe qui donne le pH en fonction du volume versé. Et donc ça, vous allez lire les valeurs à gauche. Pour qu'on soit clair, les courbes de distribution, vous allez lire pour toutes les autres courbes les valeurs
à droite, puisque c'est un pourcentage qui est donné. Alors rappelons-nous que pour un couple simple, acide-base, on va avoir souvent un croisement des courbes à 50%, et c'est bien sûr à cette valeur-là où on a la même concentration d'acide et de base, et que donc en projetant sur la courbe de pH, on peut lire le pKa. Par exemple, je vous suggère de regarder, mettons, les deux courbes là qui se croisent à 50%, vous voyez les plus à gauche. Si de ces courbes-là, je projette sur la courbe de pH, ce que je dois trouver, c'est le pKa, puisque l'acide et la base sont en même proportion. Et quand je fais ma lecture ici, je trouve un pKa de 1,6, donc c'est facile de comprendre que le couple que j'ai déterminé, en fait, c'était celui-là. Alors, je ne vais pas le mettre en noir, on va essayer d'être cohérent, bon, peu importe. Je vais le mettre comme ceci, donc ce qui fait que, qu'est-ce qu'on voit? On voit il y a une des espèces dont la concentration augmente, donc comme le pH augmente, c'est la base, donc ça fait que cette courbe-là, je vais l'associer à HSO3-, d'accord? Alors que l'autre portion de courbe ici, ça va être H2SO3. Et pour le coup, H2SO3 ne va pas remonter. Donc là, on va essayer de faire un truc pas trop dégueu. Là, j'ai H2SO3. Et puis, alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? On voit que HSO3- va diminuer, puisque lui-même étant acide, il va se faire titrer, en fait. Donc la courbe, elle continue comme ça. Et qui est-ce qui va être croisé? Bien évidemment, la base. Donc la base, c'est SO3-. Alors là, on ne lit pas très bien, mais j'espère que vous le voyez. Donc la courbe, elle aurait cette allure-là. On n'a pas tout le monde. Là, on a réussi à s'en sortir pour, on va dire, d'ailleurs, regardez bien, pardon, je m'en mêle les pinceaux. Ici, les courbes se croisent et on lirait un pK de 7, donc ça correspond au couple HSO3-, SO3-. Voilà, donc il faut mettre tout ça en parallèle. Très bien, donc là, on a déterminé tout ça, et les deux courbes qui nous restent, donc là, on voit qu'on a bien fait celle-ci, ok, et du coup, là, il nous manque celle avec un pKa de 2, on voit assez rapidement que le croisement est ici, que si je projette sur la courbe de pH, j'ai bien un pH qui vaut 2. Donc là, en fait, qui est-ce qu'on va trouver? La concentration qui descend ici, pouf, et du coup qui va rester égale à 0, ce serait celle de SO4-. On va mettre ici en jaune, SO4-. Et puis alors là, attendez, il me faut une autre couleur, donc on va prendre, tiens, on va prendre ça, hop, et ici j'ai HSO4-. Voilà, pouf. HSO4-. Alors là, il y en a qui pourraient se dire, oui, mais où est l'acide sulfurique? Où est H2SO4? Puisqu'on titre H2SO4. Alors, vous voyez que le pK n'est pas donné. En fait, H2SO4, c'est un acide fort. Si c'est un acide fort, ça veut dire que le pK du couple H2SO4, HSO4-, il est négatif. Effectivement, c'est -6, -7, c'est dans ces eaux-là. Et donc en fait, H2SO4, dès que vous le mettez dans l'eau, il est totalement dissocié, ce qui fait qu'on ne voit pas sa courbe de distribution. Il est à 0% tout le temps. Et on voit même, d'ailleurs, si vous regardez bien, que HSO4-, dès le début, il n'est pas à 100%, même au pH le plus acide, parce qu'il se dissocie aussi un peu. Bref, on comprend donc qu'on n'a pas besoin de retrouver la courbe de distribution de H2SO4, simplement car il se dissocie totalement dans l'eau. Hop. Ok. Bon, une fois qu'on a déterminé ça, normalement, on est plutôt bien parti pour faire l'exercice, c'est qu'on a à peu près compris ce qui se passait. Donc, avançons. Alors, en détaillant votre démarche, déterminez les concentrations en acide sulfureux et en acide sulfurique dans la solution de départ. Donc là, on va faire les choses en plusieurs étapes. Étape 1, on va écrire toutes les équations chimiques qui sont support des réactions de titrage. Étape 2, on va chercher à les attribuer aux différentes zones de la courbe. Autrement dit, ici, on voit une équivalence. Donc on se dit, là, on est en train de titrer de l'acidité. On va essayer de déterminer qui est titré dans cette partie. Et là, on a une deuxième équivalence. Donc entre l'équivalence 1 et l'équivalence 2, on doit déterminer qui est titré.
deux manières de raisonner. Soit on se refait le raisonnement avec les pKa, soit on utilise les courbes de distribution. Les deux doivent évidemment corroborer, donc en fait dans les deux cas on arrive au bon truc. Alors, on va commencer déjà par les équations chimiques. Bon, déjà là, ce qu'il faut voir, c'est qu'au total on titre 4 acidités. L'acide sulfurique est un diacide, donc il y a deux équations pour le titrage de l'acide sulfurique, et puis l'acide sulfureux est un diacide, donc même chose. Sauf que pour l'acide sulfurique, on a dit que la première acidité était forte, donc qu'il avait au préalable été totalement dissocié. Ça, je vais le noter ici. C'est-à-dire qu'au préalable, je considère que H2SO4 a réagi avec l'eau, hop, pour donner HSO4- plus H3O+. Voilà. Honnêtement, donc je vais écrire ma première réaction de titrage en considérant que c'est H3O+, l'acide le plus fort et qu'il est titré. Si vous l'écriviez avec H2SO4 en ne tenant pas compte de cette dissociation, vous arrivez à la même quantité d'acide titré à la fin et ça ne changera pas le résultat final. Okay. Donc on y va pour les équations. Je vais écrire les 4 d'un coup. Les voici, donc on a les deux premières équations qui modélisent le titrage de l'acide sulfurique et les deux équations 3 et 4 qui modélisent le titrage du diacide acide sulfureux. Maintenant, la question qui nous vient, c'est est-ce que ces titrages sont simultanés, successifs, lesquels, comment, pourquoi? Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, j'avais fait une vidéo là-dessus, mais en gros, on va considérer que deux titrages sont successifs, c'est-à-dire non simultanés, si l'écart de pKa est supérieur ou égal à 4. Alors, d'où ça vient cette histoire? Ça vient juste du fait que le pKa, c'est la force de l'acide, et que si mon pKa est 4 unités plus bas que l'autre acide, ça veut dire que quand la base elle arrive, elle voit d'abord un acide beaucoup plus fort, puis un acide beaucoup plus faible. Si les pKa sont proches, quand l'ion hydroxyde arrive, il voit deux bases qui ont à peu près la même force, donc il réagit indifféremment avec l'une ou avec l'autre. Voilà, donc sélectivité très très classique. Voilà. Pour ceux qui souhaitent revoir la démonstration de ça, parce que ça sort pas de nulle part, j'avais fait du coup une petite vidéo dessus. J'essaie de vous penser à la mettre en description, mais sinon elle est dans la playlist, elle s'appelle titrage successif ou simultané. Et en fait cette condition, pour ceux qui veulent encore aller plus loin, delta pK supérieur à 4, elle est valable pour deux acides faibles. Et en fait, mais au niveau du programme de prépa, on ne va pas plus loin que ça. Mais pour ceux qui souhaitent aller plus loin, dans la vidéo dont je vous parle, j'avais mis un document où on voit aussi comment s'écrit la condition si on fait titrage, par exemple, acide faible, acide fort. Voilà, mais là c'est plus compliqué, donc je ne le fais pas. Allez, on s'y remet. Bon, et bien ici, qu'est-ce qu'on a du coup? On voit qu'il y a juste il y a un pK, on va dire pour H3O+, qui doit être considéré égal à 0. Ensuite, on a 2 et 1,6. Donc ces trois équations vont ensemble. Et l'équation 4, on a un pK de 7. Donc là, l'acidité est beaucoup plus faible. Donc du coup, on arrive assez facilement à trier. C'est-à-dire que là, vous avez 3 acidités titrées simultanément. Et en premier, puisque ce sont les plus fortes. Donc en fait, ce titrage va correspondre à ce qui se passe entre V égale 0 et la première équivalence. Et ensuite, on va avoir la deuxième acidité qui, elle, est prise seule, qui est titrée plus tard, qui correspond au volume de soude versé entre les deux équivalences. Voilà. Clairement, on est obligé de bien comprendre cette étape-là, sinon l'exo est mort. Et puis n'oubliez pas que la question 2B, clairement, je pense que vous l'avez compris, c'est la question de jackpot, c'est là qu'il y a beaucoup de points. Alors on y va. On a fait le plus dur, donc maintenant il nous reste à écrire les relations à l'équivalence. Donc c'est parti. Donc relation à l'équivalence. Donc déjà je vous rappelle une chose, vous écrivez toujours les relations à équivalence entre quantités de matière. Je ne veux pas voir des CAVA égale CBVB, tout ça, machin. Poubelle. On écrit d'abord entre quantités de matière et ensuite on remplace les quantités de matière parce que vous allez voir, sinon on peut vite se faire piéger. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la soude versée jusqu'à la première équivalence, elle a dosé 2 fois l'acide sulfurique, puisqu'un acide sulfurique libère 2H+. Donc on a titré 2 fois la quantité d'acide sulfurique et 1 fois la quantité d'acide sulfureux. Autrement dit, la relation à la première équivalence, je peux l'écrire que NHO- versé
AV égale VE1, ça va être égal à 2 fois la quantité d'acide sulfurique initial plus la quantité d'acide sulfureux initial. Boum! Première relation à l'équivalence. Deuxième relation à l'équivalence, là, je vais regarder uniquement la soude versée entre les deux équivalences qui permet de titrer une fois HSO3-, puisque la quantité de HSO3- que je titre, elle vient de l'équation 3 et elle est rigoureusement égale à la quantité initiale d'H2SO3. Donc là, ça s'écrit quantité d'ion hydroxyde entre VE1 et VE2 qui va être égale à la quantité d'acide sulfureux initial. Et voilà. Maintenant, on peut passer au C1V1 égale 1, et vous allez voir que c'est pas si simple que ça, du coup, comme je vous l'avais dit. Bon, donc là, l'énoncé n'a pas imposé de notation, donc on va nous-mêmes donner nos notations. Donc pour la première relation, ça va être la concentration en soude fois le VE1, le premier volume équivalent pour la quantité de matière. Et puis du coup, je vais avoir 2 fois CH2SO4 initial, je vais l'appeler simplement, fois V0 du coup, mais je vais le mettre en facteur directement puisque les deux acides sont contenus dans le même volume. Donc j'ai cette relation-là. Et puis pour la deuxième, attention, la quantité de HO- versée entre les deux équivalences, c'est CnAOH, facteur de VE2 moins VE1. Et ici qui va être égal à la concentration en acide sulfureux initial fois V0. Bon voilà, partant de là, on peut finir le travail et arriver aux expressions littérales. Donc je vais prendre d'abord la deuxième équation pour avoir la concentration d'acide sulfureux. Ça va me donner CnAOH fois VE2 moins VE1 sur V0. Et donc je peux en déduire l'expression de la concentration en acide sulfurique initial. Concentration en NaOH, facteur de 2VE1 moins VE2 sur 2V0. Et puis il ne nous reste plus qu'à faire l'application numérique. Donc là, je vais vous mettre directement ce que j'ai trouvé. Donc pour la concentration initiale en acide sulfureux, je trouve 0,025 mol par litre. Et pour la concentration en acide sulfurique initial, 0,0125 mol par litre. Bon, la question 2C, je ne souhaite pas trop passer de temps dessus, sinon la vidéo va être longue, mais le protocole de titrage, il n'y a rien d'extrêmement compliqué. Évidemment, il faut préciser la verrerie, préciser qu'on va faire un titrage rapide, un titrage précis, mais ça, on en a déjà beaucoup discuté en TP. Et puis, oui, quel matériel il faut pour tracer cette courbe de titrage? Bien évidemment, un pH mètre. Mais ce n'est pas que ça la réponse attendue, parce que dans le pH mètre, vous allez avoir 2 électrodes. Et donc, c'est bien de préciser que vous avez une électrode de mesure qui est donc, pour un pH mètre, c'est l'électrode de verre. Et une électrode de référence. En général, ça va être une chlorure d'argent. L'électrode de chlorure d'argent. Mais ça dépend. Et parfois en TP, même souvent en TP, vous avez une électrode de verre combinée, mais gardez en tête qu'une électrode de verre combinée, c'est 2 électrodes qui sont combinées, d'où le nom électrode de verre combinée. Voilà, je ne vais pas m'étaler plus sur cette question. On va passer à la question d'après, qui est aussi un peu calculatoire. Donc là, on vous demande de calculer le pH à la deuxième équivalence du titrage, c'est-à-dire lorsqu'on est à V égale VE2. Donc là, les espèces présentes, déjà, il faut recenser les espèces acido-basiques présentes. Les 2 diacides ne sont plus présents, ils sont présents sous forme de dibases, donc SO4 de moins,
à la concentration CH2SO4 initial. Et puis il y a un facteur de dilution, V0 sur V0 plus VE2, donc à cette concentration-là. Et puis on a SO3 de moins à la concentration qui est CH2SO3 initial fois V0 sur V0 plus VE2, puisque la solution a été diluée par le fait que vous ayez ajouté de la soude. Et comme on est à deuxième équivalence, on ne va pas plus loin que la deuxième équivalence, il n'y a pas d'ion hydroxyde. Donc la question qu'il faut se poser absolument pour répondre à cette question, c'est qui impose le pH? On est en présence de deux dibases, et donc on va faire l'approximation, l'hypothèse classique, ça va être de dire que la base la plus forte impose le pH. Et du coup, SO4 de moins, c'est une base très très faible, hein, pK2. SO3 de moins, elle est dans le couple HSO3- et SO3 de moins. On a un pK autour de 7, donc c'est la base la plus forte dans le milieu. Donc on va considérer que c'est SO3 de moins qui impose le pH. Une fois qu'on a dit ça, on cherche la réaction prépondérante. En fait, je l'ai mal dit, vous pourriez, plutôt que de formuler l'hypothèse comme je l'ai fait, dire tout de suite, on considère que c'est la réaction prépondérante qui impose le pH. La réaction prépondérante a lieu entre la base la plus forte, ici SO3 de moins, et l'acide le plus fort, H2O. Et donc vous arrivez à la même chose. Donc SO3 de moins AQ plus l'eau, qui va donner HSO3 moins AQ plus un ion hydroxyde. Je peux faire un petit tableau d'avancement. Donc là, je vais utiliser une notation pour cette concentration-là, pour gagner un peu de temps. Je vais noter ça C1. Donc ici, à l'état initial, je vais avoir une concentration C1. L'eau, je suis en large excès. Et ici, 0 et environ 0 pour les ions hydroxydes. Et puis, pour l'état final, je vais avoir C1 moins X, excès, X et X. Il me faut évidemment la constante d'équilibre. Donc ici, la constante d'équilibre, qu'est-ce que ça va être? Ça va être KE, je vais un petit peu vite, hein, mais évidemment, prenez le temps de mettre pause et de redécouvrir par vous-même, divisé par le K du couple HSO3 moins SO3 de moins. Et donc, si je fais application numérique, ça me donne 10 puissance moins 7. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Une constante d'équilibre de 10 puissance moins 7, ça veut dire que c'est une réaction très peu avancée. Donc là, très peu avancée. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'hypothèse que la base est si faible qu'elle est peu protonée. Autrement dit, mathématiquement, alors déjà, chimiquement c'est ça, donc hypothèse d'une base peu protonée, autrement dit, avancement très faible. Et donc, mathématiquement, on va considérer X très petit devant C1. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la condition d'équilibre qui normalement s'écrivait K standard égale X carré sur C1 moins X devient K standard égale X carré sur C1. Et ce qui fait que je peux déterminer X, et une fois que j'ai X, j'ai la concentration en hydroxyde, on va pouvoir remonter au pH. Donc on y va, on lâche pas l'affaire, ça veut dire que j'ai X qui est égal à racine de C1 K standard, et si je remplace K standard, ça fait racine de C1 KE sur KA. À ce stade-là, on va faire l'application numérique. Ça va nous permettre de vérifier l'hypothèse, c'est-à-dire que ça c'est bien de le dire, mais il faut quand même que je vérifie que... Donc pour C1, j'ai...
0,014 mol par litre. Et pour X, j'ai 0,00012 mol par litre, c'est-à-dire 1,2 10-4 mol par litre. Donc en général, on considère que l'hypothèse est vérifiée lorsque X est inférieur à 1 dixième de C1. Là, on voit que c'est plutôt inférieur à 1 centième, parce que là, je suis dans 10-2, là, 10-4, donc c'est inférieur à 1 centième de C1. Donc, hypothèse validée. Et du coup, je peux finir mon calcul. Donc, rappelons-nous quand même que X c'est la concentration en H au moins. Ça veut dire que si sa concentration en H au moins, c'est Ke sur la concentration H rho plus, que je note en général petit h. Et du coup, je peux en déduire que petit h, c'est Ke fois 1 sur racine de C1 Ke sur Ka. Et vous voyez que du coup, petit h se simplifie. Et que je me retrouve avec, alors pardon, que je ne fasse pas de bêtises, oui c'est ça, racine de Ke sur C1. Et donc on peut arriver à une expression pour le pH en faisant le moins log, ce qui va me donner, pardon, 1 demi à cause de la racine de pKe plus pKa moins log de C1, plus log de C1, pardon. Et donc, il ne nous reste plus qu'à faire l'application numérique. J'ai obtenu 9,6. Bon, il va de soi qu'on ne part pas de l'exercice comme ça, on va jeter un petit œil à sa courbe. Et on peut bel et bien s'émerveiller, hein, je ne vous la ressors pas ici, vous l'avez, devant le fait que 9,6, ça correspond avec le pH qu'on lit à la deuxième équivalence. Et voilà les chimistes, j'espère que cet exercice vous a plu. J'essaye de trouver le rythme adéquat, à savoir aller suffisamment vite pour que ceux qui sont à l'aise en solution ne s'ennuient pas. Et en même temps, vous délivrer un maximum d'explications au passage. Comme d'habitude, n'oubliez pas, il y a beaucoup de contenu maintenant, tout est regroupé, centralisé, c'est des années de travail regroupées sur le site blablaro-chimie.fr. Et puis sinon, on se retrouve sur YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Et pour ceux qui souhaitent soutenir la création des vidéos, Tipeee, Utip. Et puis voilà, prenez soin de vous et bon déconfinement, soyez prudents, à très vite, salut.